Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce bada consacré à l'art lyrique à travers mon invité Jean-Philippe Lafont. Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Jean-Philippe Lafont, nous avons la semaine dernière commencé en allant à saut et à gambade à aborder ce qu'a été... certains éléments de votre vie de baryton basse, d'artiste lyrique qui s'est produit sur toutes les grandes scènes et dans tous les grands rôles du répertoire, parce qu'on peut se produire sur toutes les grandes scènes en se limitant à quelques rôles, ceux dans lesquels on est vraiment maître de soi. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes passé du... Il n'y a pas de genre lyrique qui vous est... enfin peut-être qui vous effraie, mais en tout cas, vous surmontez votre frayeur. Ou peut-être je me trompe, vous avez peut-être refusé des rôles parce que vous pensiez qu'ils n'étaient pas pour vous dans la musique. Non, cher Philippe, vous ne vous trompez pas. Simplement, je mettrai un petit bémol à votre enthousiasme qui me touche, qui me ravit, certes. Je crois que l'erreur, si on peut appeler ça une erreur, que j'ai faite, c'est justement de ne pas avoir suffisamment choisi mes rôles. Et je m'explique, chanter plus de 100 rôles, c'est excitant, c'est impressionnant, c'est tout ce qu'on veut. Mais peut-être, certainement, en ce qui me concerne, ça m'a empêché de mener à leur terme, jusqu'à la dernière des dernières marches, un certain répertoire. J'ai pratiquement tout chanté, même le baroque, avec moins de bonheur, je dois dire. Madame Haïm m'aime beaucoup, mais je pense que si on lui demandait quels étaient les 3 chanteurs qu'elle préférait dans ce répertoire, je crois que mon nom ne lui viendrait pas à l'esprit. Voilà. Mais j'ai peur de mettre un brin dispersé. Alors j'ai eu la chance de réussir chez Verdi, mais pas chez tous les Verdi. J'ai eu la chance de réussir chez Wagner, mais pas dans tous les Wagner, parce que je n'en ai pas eu le temps, n'est-ce pas ? Et si j'avais chanté Mozart, Verdi, quelques autres Italiens, et ensuite passé Wagner et Strauss, mettons que j'aurais chanté 50 ou une cinquantaine de rôles, peut-être et certainement, j'aurais atteint un autre palier que peut-être je n'ai pas atteint. Alors certains diront que je me trompe, que je les ai atteints, et d'autres que je connais vous diront il a raison, il ne les a pas atteints. Et c'est aujourd'hui, à 73 ans, après 42 ans de carrière, que je me permets de me juger sévèrement et de dire peut-être que là, j'ai manqué de discernement, j'ai perdu du temps à me disperser par trop. Oui, enfin, je veux bien. Moi, je crois à cet adage qu'il est quand on se regarde, on se désole. Mais enfin, permettez-moi de vous dire que j'ai pas un tempérament de midinet. Et permettez-moi de vous dire que quand je vous vois, je vous console. Parce que tous les compositeurs que vous avez nommés, vous les avez chantés. Et vous avez chanté Telramund à Bayreuth. Quand même, je suis pas tout à fait sûr que ce soit n'importe quoi. Vous avez chanté Mozart, vous avez chanté Verdi, vous avez chanté Strauss, vous avez chanté Barak dans La femme sans ombre. Je le dis tout à l'heure, c'est un des rôles qui vous a valu la plus grande avalanche de compliments. C'est pas vraiment un rôle particulièrement facile. Enfin, moi, je trouve... Non, peut-être que je dis ça parce qu'au fond, j'aurais aimé pouvoir dire la même chose de ma propre vie professionnelle, mais vous avez été une espèce de
de flâneur, de promeneur professionnel, de flâneur professionnel. C'est-à-dire que tout ce que vous l'avez fait d'une manière où, avec quelques réserves évidemment, mais enfin d'une manière générale, vous avez attiré et convaincu les spectateurs et accessoirement aussi le métier et la critique. Évidemment, à la fin, ça fait un jardin, où il y a une quantité de plantes, et que bon, le baroque, je vous ai jamais entendu chanter le baroque. J'espère qu'un jour, j'arriverai en privé peut-être à vous faire chanter Atis. Mais je vous ai entendu, enfin, je vous ai dans l'oreille. Donc voilà, c'est une évidemment, puisque personne ne m'oblige à inviter qui que ce soit derrière ce micro, c'est une des raisons, qui a fait que j'ai souhaité, vous recevoir. C'est que pour moi, votre vote sec, par exemple, est quelque chose de absolument inoubliable. Or, je traîne mes culottes sur les salles, dans les salles d'opéra depuis très très longtemps, depuis le poulailler jusqu'à l'orchestre avec l'âge et les revenus. Et il n'y a pas, je ne peux pas citer une quantité considérable d'artistes lyriques, hommes ou femmes, que j'ai encore dans l'oreille aujourd'hui. Mais trêve. Cessons avec mon opinion, et venons-en à ce que nous avons fait qu'évoquer rapidement dans notre première conversation, c'est-à-dire votre formation. Votre formation est au Conservatoire de Toulouse. C'est un ami qui est frappé par la qualité de votre voix, qualité étant un mot assez large, comme ça nous évite d'entrer dans les détails, qui vous pousse à cultiver cette qualité. Et là, ce qui se passe et qui va être déterminant pour tout le reste de votre quartier, c'est une rencontre avec une femme dont le nom a déjà été prononcé dans la première partie de notre conversation, qui est Denise Duplex. À vous. Ah, Denise, sans elle, il n'y aurait pas eu de Jean-Philippe Lafont sur quelque scène que ce soit. Quand je l'ai rencontré, tout à fait en touriste, je lui ai chanté « Et maintenant, que vais-je faire ?» C'est tout. Je savais rien d'autre, quoi. Et elle me regarde, elle me dit oui, vous avez un timbre intéressant. Oui, bon, écoutez, on va essayer, je rentre au Conservatoire de Toulouse, on va essayer de travailler pour voir ce qu'il en est et surtout ce qu'il pourra en être. Et je suis tombé sous le charme de cette dame. J'avais 20 ans, elle en avait 44, et sur le charme absolument et de la femme et de l'artiste. Et je dois dire que le miracle s'est produit. Le fils du gazier et de l'ouvreuse de cinéma a trouvé un monde qui venait à lui, ou peut-être lui qui allait vers ce monde-là, grâce à cette personne qui était le détonateur de ma vie, de la vie d'homme. À 20 ans, on n'est pas encore un homme, on est en devenir, et donc elle a dit à mes parents, je pense que s'ils m'écoutent, j'en ferai quelqu'un de bien, de grand. Il faut qu'il m'écoute, mais ça n'a pas été facile parce que j'étais à 100 lieues quand j'ai regardé une première partition. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle me dit, on lit la musique et tout, mais comment on lit? Je ne sais pas. Elle me dit, mais on lit avec les notes, vous voyez. Et je ne voyais que des pipes, moi. Des bouffardes, vous voyez. Et j'ai dit, mais on lit avec ça, mais comment... Je n'avais aucune idée de rien, sur un plan musical, sur un plan, je dirais même, artistique, culturel. J'étais un sportif dans l'âme, artiste, je devais l'être quelque part dans cette âme, justement, mais je ne savais pas le montrer, je ne savais pas que ça pouvait exister, que je l'avais en moi, j'en sais. Donc Denise, c'est évidemment le vecteur absolu. Et encore aujourd'hui, je suis allé la voir avant-hier, elle a bientôt 97 ans. Elle est très souffrante, la pauvre. Une maladie qu'ont beaucoup de personnes âgées. Et
je ne la quitterai jamais jusqu'à son départ. J'avais connu sa grand-mère, qui est morte à 102 ans, sa maman, presque pareil, et je leur ai dit à toutes deux, je ne lâcherai jamais la main de Denise. Parce que, voilà. Et il y a 2 femmes dans ma vie, outre mes 2 filles merveilleuses. Mes 2 femmes, il faut bien le dire, c'est Denise Duplex et Martine Lafont. Voilà. Et je dois dire, en parenthèse, c'est très dommage de ne pas avoir écouté un conseil, non pas de Denise, mais de Martine, qui m'a dit un jour, tu sais, tu commences les répertoires, alors qu'elle n'est pas du tout de ce milieu. Tu commences un répertoire allemand, wagnérien en l'occurrence, avant Strauss. Il faut que nous allions habiter Berlin, ou Munich, enfin, Berlin, elle m'avait dit. Parce qu'il faut que tu parles allemand couramment. Elle le sentait, ça. C'est ta vie désormais, donc il faut aller à Berlin, il faut les filles avec nous, elles seront bilingues, trilingues, et tutti quanti. Et j'ai refusé. C'est la plus grosse erreur de ma vie, cher Philippe, parce que j'ai refusé à cause, ou grâce, je ne sais pas, de mes 2 Denise. Denise Lafont, ma maman, Denise Duplex, ma Denise Duplex. Je ne voulais pas les abandonner. Et Martine me dit, mais Berlin, c'est à 1h30 de vol de Paris, de 2 heures de Toulouse. On les verra, on les fera venir, on ira à elles, c'est pas un problème. Et je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu cette solution. C'est une très grosse erreur, parce que je crois que si j'étais allé à Berlin à partir des années 1995, 16, 17, très honnêtement, c'est pas du moi-je, là. Je crois que je serais devenu un grand chanteur wagnérien, véritablement, que je ne suis jamais devenu parce que je ne l'ai pas chanté assez longtemps. Tous les Wagner que j'ai faits, se sont tous très bien passés. Même le vaisseau fantôme à Bordeaux, ça a été énorme. Et je ne l'ai fait qu'une fois. Alors que je les aurais fait, tous ces rôles, X fois. Voilà, donc, c'est bien dommage. Il y a des fois où on ferait mieux de réfléchir. Mais attendez, en vous écoutant là, je me dis, au fond, dans votre esprit, il y a une sorte de hiérarchie des chanteurs lyriques, et que le haut de cette hiérarchie, c'est un chanteur wagnérien, plus qu'un chanteur verdien. C'est une question excellente que vous me posez là. Est-ce que j'étais véritablement un chanteur verdien ? Parce que tous les verdis que j'ai faits... Ah, je dis pas ça. Je veux Oui. juste savoir si, dans l'absolu, pour vous, ce qui est le mieux, c'est être un wagnérien ou un Mais verdien. pour moi, dans mon évolution, oui. Les verdis, les Iago, Otello, les Macbeth, les Falstaff que j'ai faits, me conduisaient dramatiquement, en définitive, pas vocalement, mais dramatiquement, vers les wagnériens, vocalement. Quand j'entends la voix de Ludovic, c'est un chanteur qui deviendra wagnérien d'ailleurs aussi, mais c'est une voix plus lyrique que la mienne. La mienne était plus dramatique, elle était plus sombre, elle était plus épaisse, n'est-ce pas ? Et le trajet le plus logique, c'était avec l'âge, avec la maturité, avec la couleur de la voix qui prenait jour après jour sa consistance et sa couleur plus sombre, me mener vers un répertoire wagnérien ou straussien, n'est-ce pas ? Voilà, ou Berg, voilà. C'est sûr que le monsieur qui chante Wozzeck, il chante plus Verdi, quoi. Non, d'accord. Voilà. Mais pour moi, c'était la continuité d'une logique vocalo-artistique. Ce n'est pas la même chose pour le voisin, nécessairement. Mais est-ce que c'est pas ce qui s'est passé pour vous, en fait, finalement, au fur et à mesure? Vous avez chanté de plus en plus de Strauss, de plus en plus de Berg, de plus en plus de... Peut-être pas de plus... Si, aussi de plus en plus de Wagner, non? C'est pas...
vous n'en avez pas chanté assez, en fait. C'est ça, vous avez le sentiment que vous avez maîtrisé Verdi, que vous n'aviez plus grand-chose à apporter à l'interprétation d'un des barytons basses du répertoire verdien, mais que par contre, vous aviez encore beaucoup de choses à apprendre et à apporter à des rôles de baryton basse des répertoires germaniques. Oui, et puis je me suis laissé aller aussi aux demandes des uns et des autres, des directeurs. Quand, quand j'ai chanté le, le Dieu des dieux wagnérien, hein, j'ai demandé à Hugues Gall, à Monsieur Gall, je n'ai jamais appelé Hugues, maintenant si, quand je le vois, quand je lui ai dit, est-ce que je chante Wotan ou Albéric? Et il me dit, Jean-Philippe, commencez par Wotan, parce que si vous commencez par Albéric, ça va marcher très très fort d'entrée, et on ne vous proposera plus jamais le Wotan. C'est trop marqué, c'est trop différent l'un de l'autre. Alors j'ai commencé Wotan, mais encore une fois, je ne l'ai pas suffisamment fait pour me l'approprier quelque part. Et je n'ai pas chanté Albéric, par contre, parce que c'était trop tard, quelque part. Voilà, quelque part, je le dis trop souvent. Bon, mais je fais une petite parenthèse en parlant de ma grande amie et de la grande amie de beaucoup, qui était Régine Crespin. Et Régine, qui est pour moi une des 5 ou X premières voix mondiale, dans sa qualité, c'était une reine, cette dame. Elle me dit, j'ai fait une erreur. J'ai chanté Mozart, Verdi et Wagner. J'aurais dû chanter Mozart plus longtemps, Verdi plus longtemps, et j'aurais pu, avec l'expérience, chanter le rôle que je n'ai jamais chanté, qui était Isolde. Elle n'a jamais chanté Isolde. Et ça a été une grande tragédie dans sa carrière. Elle m'a dit, j'aurais chanté Mozart plus longtemps, ma voix aurait été plus souple plus longtemps. Alors que le Mozart, je l'ai un peu abandonné un peu rapidement, pour aller sur Verdi tout de suite. Et après, j'aurais dû chanter Verdi un peu plus longtemps, sans aller immédiatement chez monsieur Wolfgang Wagner. Richard, oui, Wolfgang, c'est le petit-fils qui m'a engagé à Bayreuth. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, la responsabilité est celle de l'artiste? Est-ce que c'est celle des directeurs de salle, ceux qui font les engagements? Est-ce que c'est celle des agents ou des impresarios? Est-ce que c'est pas quand même beaucoup de poids sur les épaules que d'avoir à la fois à construire sa carrière, c'est-à-dire à poursuivre un apprentissage qui n'a pas de fin, mais qui a des limites, ne serait-ce que les limites de l'âge, et que, comme Régine Crespin le disait, comme vous l'avez dit vous-même, il y a un moment où, oui, on est prêt artistiquement, mais il n'y a pas moyen, il y a plus le moteur n'y est plus, ou il est insuffisant. Qu'est-ce qui, dans vos choix de rôle, ou non pas dans vos choix de rôle, dans vos interprétations de rôle, qu'est-ce qui a été le facteur le plus important? Vous, votre agent, Denise Duplex, les directeurs de salle? C'est un peu mêlé. C'est l'attente de l'agent artistique qui vous propose un nouveau rôle. Qui était le vôtre d'ailleurs? C'était Michel Glotz? Non, c'était pas Michel Glotz, votre agent. J'ai été chez Michel Glotz au départ. Ouais. Et ensuite chez Germinal Hilbert. D'accord. À Paris et à Munich. Michel, ça furent les 5-6 premières années. Mais c'était un monsieur d'exception, mais c'était un monsieur difficile. Oui, très difficile. Et un jour, pardon, je vais être très vulgaire, pardonnez-moi là, tous ceux qui m'écoutent, un jour je lui ai dit merde, parce que ça allait, quoi, ça suffisait. Les réflexions, tout, machin, bon. Et j'ai eu
j'ai eu Germinal qui m'a proposé de me faire travailler. Et j'ai travaillé avec lui pendant 35 ans. Hein, voilà. Les propositions des uns, des autres, les attentes pas nécessairement positives de Denise. Oui, euh, mais mes goûts aussi. J'avais envie de faire ci, de faire ça, parce que à une époque, bon, j'aurais eu quelques difficultés à chanter 2, 3 rôles pendant 5 ou 6 ans, et uniquement ces 2 ou 3 rôles. Alors je passais d'un rôle à l'autre parce que je voulais changer de braquet, parce que je voulais pas toujours faire la même chose. Ça a été non, ça a été quand même de ma faute. Oui, enfin, est-ce que c'est une faute, ça? Vous avez même fait du cinéma, d'ailleurs. Oui. Oh ben, le film qui m'a le plus marqué, c'est évidemment Le Festin de Babette. Ça, c'est sûr que ça a été... en 88, l'Oscar à Hollywood du meilleur film étranger, danois, en l'occurrence. Je n'ai pas été... j'ai été très heureux d'être de la partie, avec Delon aussi dans Parole de flic. Bon. Mais je ne suis pas tellement amoureux du cinéma, et du moins avec la faune comme acteur, devant une caméra. Parce que, vous le savez aussi bien et mieux que moi, une prise, ça dure 1 minute, mais il faut la refaire. Il faut la refaire à droite, il faut la refaire à gauche, il faut la refaire devant d'autres caméras. Voilà. Et ça, c'est... Pour moi, ça ne me convient pas. Oui, c'est le célèbre alors, mot si on parle théâtre, oui, alors théâtre, oui. Mais là, on commence A et on finit par Z sur la scène. On n'est pas arrêté toutes les minutes. Stop, on reprend. Non, non. Bon. Oui, c'est le célèbre mot de Louis Jouvet qui était au cinéma, ce qui est important, c'est de trouver une chaise. C'est très joli, en effet. Enfin, ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils ont le même sourire intérieur que moi quand ils vous ont entendu regretter de ne pas avoir eu une carrière aussi complète, parce qu'on voit qu'il y a vraiment, il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de compositeur, il y a même aussi guère de genre artistique auquel vous n'ayez pas contribué. Mais nous poursuivrons notre conversation, et notamment sur un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, qui est le sujet de l'enseignement. Donc nous nous retrouvons, Jean-Philippe Lafont, la semaine prochaine.